Oui, je vous remercie. C'est vrai que le premier article que j'ai publié portait sur les dictionnaires de musique. Alors je voudrais en remercier en premier lieu les organisateurs de cet atelier. Je ne suis pas sûr d'être capable de répondre à la question qui était posée par Frédéric lorsqu'il s'est mis en rapport avec moi et a très aimablement souhaité que je vienne participer. Il se demandait pourquoi Rousseau, né en 1712, et c'est ça qui justifie le centenaire, n'est pas une référence théorique importante des écologistes. Je n'ai pas de réponse à cette question, moi non plus. Peut-être que les discussions par la suite pourront contribuer à l'éclairer. Mais bon, je me console en disant qu'elle concerne plutôt le politique que l'historien de la philosophie. Et donc, je ne hasarderai pas d'hypothèse sur cette proposition. Toutefois, le tricentenaire de la naissance, ou encore, ce qui est peut-être pour moi le plus important, le 250e anniversaire de la publication quasi simultanée du contrat social et de Léville, succédant de peu à celle de l'un des plus beaux romans de la langue française, Julie ou la Nouvelle Héloïse, roman par lettres, mais roman extraordinairement social et politique. Ces anniversaires méritent en effet d'être célébrés, et surtout les leçons que ces textes contiennent doivent être méditées. Ce qui frappe avant tout chez Rousseau est le fait qu'il a touché un peu à tout. Ne réécrivant jamais le même livre, ni le même genre de livre. Il ne donne qu'un roman, il ne fait qu'un seul traité d'éducation, qu'un essai de fondation de la politique, etc. Chaque œuvre est en un sens un genre, le créant ou le renouvelant. Alors, en ce qui concerne le champ politique et social, auquel je m'aborderai, à l'invitation de Frédéric, les textes principaux sont bien évidemment les deux discours, le discours sur les sciences et les arts, le discours sur l'origine de l'inégalité, le contrat social et le contrat social. On pourrait adjoindre à ça la protection du Vicas savoyard dans les villes, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Le discours sur les sciences et les arts remporte le prix de l'Académie de Dijon en 1750, et c'est lui qui rend célèbre Rousseau, qui avant était musicien, pas très connu comme musicien, mais musicien et copiste de musique. Et ce texte crée en quelque sorte un scandale au milieu du XVIIIe siècle, puisqu'il dissocie de manière radicale le progrès des lumières scientifiques et techniques de celui de la félicité publique et de la rectitude des mœurs. Au point, Rousseau allant au point qu'il formule une loi historique telle que le progrès des arts, c'est-à-dire des techniques, dans toute civilisation, est inversement proportionnel au déclin des mœurs et de la civilité. Plus on est savant, moins on est heureux et moins on est en quelque sorte honnête. La décadence est un effet du luxe, lui-même issu d'une volonté de connaissance et de maîtrise de la nature, cette volonté apparaissant en philosophie, bien évidemment, avec la période moderne, par exemple chez des auteurs comme Descartes ou comme Bacon. Je cite quelques lignes du discours sur les sciences et les arts. Le luxe, la dissolution et l'esclavage ont été de tout temps le châtiment des efforts orgueilleux que nous avons faits pour sortir de l'heureuse ignorance où la sagesse éternelle nous avait placés. En ce sens, même si Rousseau apparaît historiquement lié au mouvement des Lumières et de l'encyclopédie, au point qu'il participe au grand ouvrage de Diderot et d'Alembert, non seulement pour les articles de musique dont parlera Frédéric tout à l'heure, mais aussi pour un article absolument essentiel qui est l'article économie politique, il en conteste, dès le début de sa carrière philosophique, l'un des présupposés majeurs, à savoir celui du développement parallèle et harmonieux des lumières scientifiques et techniques d'une part, morales et politiques de l'autre. Mais il est clair que si Rousseau retrouve, par exemple, dans la Nouvelle Héloïse, comme aussi dans les textes autobiographiques, des éléments de ses réflexions sur une possible innocence originelle de l'homme et sa dégradation par la civilisation, puisqu'il retrouve cela dans l'imaginaire narratif, il présente également une anthropologie beaucoup plus fondamentale dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, et une politique dans un axe de réflexion qui commence, pour les textes connus, à l'article économie politique et se termine au contrat social, partie publiée d'un vaste ensemble projeté à Venise, on sait les circonstances,
à partir des années 1743 à 1744, ouvrage qui devait s'intituler, qui n'a jamais vu le jour, Institutions politiques. Au passage, il faut signaler, mais je ne le ferai que très brièvement, que Rousseau ne s'est pas borné aux considérations théoriques, puisqu'il a rédigé, sans les publier, un projet de constitution pour la Corse et des considérations sur le gouvernement de Pologne. Une citation des Confessions est particulièrement éclairante sur la nature du projet et au fond sur la conception même de ce que Rousseau a toujours eu de ce que c'est que le politique. Il y avait 13 à 14 ans, dit-il, que j'en avais conçu la première idée, lorsqu'étant à Venise, j'avais eu quelque occasion de remarquer les défauts de ce gouvernement si vanté. Le gouvernement est une république, une des rares républiques que répond la République de Venise. Depuis, mes vues s'étaient beaucoup étendues par une étude historique de la morale. J'avais vu que tout tenait radicalement à la politique et que, de quelque façon que l'on s'y prit, aucun peuple ne serait que ce que la nature de son gouvernement le ferait être. Alors, je voudrais faire quelques remarques sur la manière dont Rousseau résout ce que je vais essayer de construire en un premier temps, c'est-à-dire une antinomie présente dans la théorie politique du XVIIe siècle, antinomie qui oppose deux termes, ceux de nature, entendus comme à la fois état antérieur à la société, comme essence de l'homme et comme fondement du droit naturel, d'une part, premier terme, et le terme de volonté, que j'associerai à un concept parfois employé de nos jours, mais dans un sens tout à fait différent de sa valeur classique, dans le discours politique actuel, celui de volontarisme. Qu'est-ce que j'entends par volontarisme? Il ne faut pas se méprendre. J'entends par volontarisme une doctrine qui fait d'une volonté, que ce soit une volonté d'un homme, de plusieurs hommes, voire de Dieu, la source de la justice ou de la bonté, et qui, par exemple, s'exprime sous la forme classique du bon plaisir de Louis XIV ou de la doctrine de Thrasymachus, par exemple, dans le premier livre de la République de Platon. C'est-à-dire qu'est bon ce qui me convient, qu'est bon ce qui me plaît à certains temps, à un moment déterminé. C'est ça qu'on appelle, dans la théorie politique classique, le volontarisme, et ça n'a à peu près rien à voir avec ce qu'on entend aujourd'hui sous ce terme. L'idée qui anime ces remarques n'a rien d'original. Il s'agit simplement de rappeler quelques éléments de la réflexion moderne sur la légitimité de l'autorité politique, réflexion qui émerge avec le renouvellement des sciences de la nature, avec des auteurs dont les noms sont plus ou moins oubliés, Grotius, Pufendorf, ou Thomas Hobbes, bon Hobbes c'est peut-être plus connu, ou qui sont alors totalement oubliés, ou presque comme Burlamaqui, ou Barbeyrac, sont les traducteurs, adaptateurs, éditeurs, etc. Mais tous ces auteurs, Rousseau les connaît parfaitement, les a médités pendant très longtemps, et de manière très sommaire. Donc de façon, là aussi très sommaire, on peut opposer des familles d'auteurs qui fondent le droit, civil ou privé, sur la volonté du plus puissant ou du plus fort, auquel le reste des hommes obéit et sacrifie sa liberté pour gagner la sécurité, la vie sauve, etc. Et c'est ainsi que les meilleurs juristes du XVIe siècle justifient par exemple le droit d'esclavage des peuples colonisés, ou justifient que l'on structure la société sur la famille, et d'autres auteurs qui cherchent dans une nature humaine universelle, voire dans un état de nature hypothétique, les normes possibles d'une législation humaine. C'est un débat très vieux, qui remonte au moins à Aristote et à la définition de l'homme comme zone politikon, comme animal politique, animal né avec une disposition naturelle à la société, ou autrement dit une sociabilité naturelle, et qui rebondit au XVIIe siècle, d'une part dans l'école du droit naturel, Grotius, Pufendorf, Barbeyrac, Burlamaqui, et d'autre part chez un auteur comme Thomas Hobbes, le peut-être plus important théoricien du droit politique des débuts de l'époque moderne. Pour Hobbes, je vous rappelle, se plaise à une mutuelle société, il apparaîtra bientôt que cela n'arrive que par accident et non par une disposition naturelle et nécessaire de la nature. C'est-à-dire que l'homme n'est pas un animal politique, il est accidentellement en société. Les hommes s'unissent et ne forment ce corps artificiel qu'est le corps politique que pour échapper à de plus grands dangers,
ceux d'une guerre universelle des hommes entre eux. Et ce corps se soumet à un souverain qui, lui-même, ne dépend de rien. Bon, tout le monde avait compris au XVIIe siècle que Hobbes faisait la théorie d'une souveraineté absolue et d'une souveraineté extérieure au corps politique qu'il a dit. Et d'une manière qui n'est pas paradoxale du tout, Hobbes montre que ce que l'on peut comprendre comme loi de la nature, c'est-à-dire les lois de la raison, dont la première est qu'il faut chercher la paix, les suivantes qu'il faut respecter les conventions, garder sa foi, etc., ne pas être ingrat, tout ceci ne peut s'exercer qu'en temps de paix, et donc dans l'état civil, et non pas dans l'état de nature. Donc on a cette tendance que j'appelle, si vous voulez, grosso modo une tendance volontariste, qui consiste à fonder la société sur des contrats sans aucune, et dans un modèle entièrement artificiel, indépendamment, où à la limite, au mieux, on retrouve la nature après le contrat. Mais en tout cas, le contrat n'est jamais, la nature n'est jamais antérieure au contrat. Et l'autre tendance est la tendance juste naturaliste stricte, celle par exemple de Grotius. Bon, il peut y avoir des auteurs un peu mixtes, exemple Pufendorf. Pufendorf est traditionnellement compté parmi les justes naturalistes, même le réformateur le plus important du droit, même le libérateur du droit, si on veut, de la morale et d'autres choses. Pufendorf appartient, il s'est très bien montré, à la tendance volontariste en faisant de la loi l'effet d'une décision du supérieur. Pour Pufendorf, le droit est fondé dans le décret d'un supérieur, c'est-à-dire une action de l'homme adaptée à la prescription des lois en raison de l'obligation, la loi étant un décret par lequel le supérieur oblige envers lui un sujet, de sorte que celui-ci compose ses actions selon cette prescription. D'une manière générale, les doctrines volontaristes constituent le droit et la justice dans les seules conventions, envisagées comme des unions de volonté et d'intérêt, et restreignent le juridique au seul droit positif. Inversement, les doctrines qu'on peut qualifier de rationalistes dérivent le droit naturel, ou bien du caractère rationnel de l'homme, c'est la méthode a priori de Pufendorf, soit, c'est le cas le plus fréquent, comme Grotius et avant lui Aristote, de l'observation précise des systèmes juridiques des peuples les mieux policés, d'où sont induites des sortes de règles communes. Ces règles communes étant une sorte de norme pour les droits positifs et permettant de concevoir que des lois puissent être injustes, la question est là, si elles ne répondent pas à certaines normes générales. Donc on pourra dire, dans le cas volontariste, on ne peut pas dire, on n'a aucun moyen de dire qu'une loi est injuste, puisque tout droit se restreint à du droit positif. Dans le cas de l'école juste naturaliste, on peut avoir des lois injustes si ces lois ne sont pas conformes à soit des règles posées a priori, méthode de Pufendorf, soit des règles qui sont induites de l'ensemble des sociétés et méthode de Grotius. C'est un débat qui n'a, d'une certaine façon, pas terminé. Je veux dire qu'on le retrouve au XXe siècle dans les discussions classiques entre Léo Strauss, partisan du droit naturel et du naturalisme en général, et Hans Kelsen. Pour le premier, c'est théoricien du droit positif. Pour le premier, si l'on ne dispose pas d'une norme du droit positif relevant du droit naturel, on n'a plus aucun argument juridique pour condamner un régime dont les lois sont manifestement injustes. Pour le second, tout autre droit que le droit positif est une fiction inutile. Dans un cas, on a une norme de nature ascendante au droit positif, lequel doit être une sorte d'adaptation aux circonstances. Et dans l'autre cas, on a que ce qui est juste est seulement ce qui est conforme au droit positif. La légitimité, comme chez Kelsen, se confond avec la légalité. L'antinomie sur laquelle bute Rousseau est ainsi construite. Le volontarisme n'a, par hypothèse, aucune difficulté à penser l'imposition de la loi du souverain au sujet, mais ne peut par lui-même produire la justice, tandis que le rationalisme juridique pense une justice qui ne dépend pas de la volonté de tel ou tel, mais qui ne s'impose que si l'on suppose une rationalité en acte des sujets, et donc une société de sages,
pour laquelle, pourrait-on ajouter, toute législation serait absolument inutile, car chacun donnerait à chacun son dû et ne léserait personne. Comme le précise la préface du second discours, si l'on définit à partir de la seule rationalité de l'homme ou loi naturelle, on aboutit à une impossibilité absolue. Que je fasse l'invitation. On peut comprendre le projet général du contrat social comme une tentative d'échapper aux difficultés et contradictions des théories antérieures. Très clairement, Rousseau refuse les différentes fondations naturalistes de la société et se place donc, d'une certaine façon, du côté de Hobbes. Le second discours construit une anthropologie non sur la raison humaine, mais sur la sensibilité qui est commune avec les êtres. Cette anthropologie, qu'il faudrait évidemment détailler, conduit à la constitution d'un concept de pacte ou de contrat social que Rousseau formule au chapitre 6 du contrat, après avoir éliminé le modèle familial des sociétés. Les sociétés ne sont pas, bien loin que la famille soit le modèle de la société, ce sont les conventions sociales qui prolongent la famille au-delà du temps strictement nécessaire aux besoins de la première éducation. Et après avoir montré que le droit du plus fort et son prolongement maximal dans le droit d'esclavage n'est et ne peut en aucun cas être un droit. En particulier, le droit du plus fort, comme celui d'esclavage, sont des contradictions dans les termes et reviennent à un contrat absurde, contrat qui reviendrait, je prends juste la formule du contrat d'esclavage, du contrat qui serait formé là, je fais avec toi une convention tout à ta charge et tout à mon profit, que j'observerai tant qu'il me plaira et que tu observeras tant qu'il me plaira. Difficile raisonnablement de souscrire un tel contrat, mais c'est le contrat implicite qui fonctionne dans le droit d'esclavage ou plus généralement dans le prétendu droit du plus fort. Le problème qui est posé n'est pas de savoir pourquoi et comment les hommes se soumettent à un maître, puisque cette soumission ne dure pas plus longtemps que la supériorité de la force du maître, ne crée pas de droit, et que la multitude soumise ne constitue pas un corps. Il s'agit au contraire, et c'est ce que Rousseau pense, je pense pour la première fois, il s'agit au contraire, avant de penser comment un peuple peut se soumettre à un roi, comme si le peuple existait de lui-même, de savoir comment un peuple est un peuple, c'est-à-dire comment une multitude d'individus épars peuvent constituer l'unité d'un corps politique. Rousseau décrit cette constitution du peuple comme telle, comme un acte juridique qui est le fondement de tous les autres actes juridiques possibles, puisqu'il constitue le sujet du droit capable de contracter et par exemple de se soumettre à une autorité. Cet acte doit être unanime. Par exemple, une majorité de voix ne peut prévaloir sur une minorité que si, implicitement ou non, elle protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéit pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Le contrat social, c'est-à-dire la solution de ce problème, est une formulation qui est un peu symétrique de la mauvaise formulation que nous avons vue tout à l'heure. Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale, et nous recevons encore, c'est-à-dire dans un corps, chaque membre comme partie indivisible du tout. Je passe quelques points. Je vais afficher la désagréable tâche de conclure. D'accord. Je suis vraiment désolé. J'aurais peut-être... bon, voilà, il restera pas mal de choses qui vont rester sur mon papier. J'aurais peut-être simplement voulu conclure sur je veux dire... ce qui vous paraît essentiel. Ce qui me paraît essentiel, c'est le concept de volonté générale, entendu non pas comme volonté de tous, mais comme volonté qui est la volonté d'une part de l'ensemble des membres constituant le sujet, la souveraineté, et d'autre part et surtout, qui est déterminée par la généralité de son objet. C'est le terme de volonté générale se distingue, c'est ça qui rend difficile l'application de la théorie, mais pas impossible. Ce qui est difficile, c'est que la loi, c'est que la loi
porte sur des objets généraux et non sur des objets particuliers. Voilà, alors, peut-être juste un dernier point concernant au fond le fait que on a souvent pensé que Rousseau était donnait quelque chose de très théorique qui n'avait aucune application pratique. Je reprends juste un passage de l'article Économie politique sur la théorie de l'impôt. Sur la théorie de l'impôt, et au fond, la fiscalité peut être traitée avec la même méthode que le contrat du droit du plus fort. Il y a un énoncé strictement parallèle qui serait le suivant: le pacte social du riche et du pauvre pourrait être le suivant: vous avez besoin de moi car je suis riche et vous êtes pauvre, faisons donc un accord entre nous, je permettrai que vous ayez l'honneur de me servir, à condition que vous me donnerez le peu qui vous reste, pour la peine que je prendrai de vous commander. À ce contrat difficilement acceptable, Rousseau propose une théorie de l'impôt extrêmement subtile, dans laquelle il distingue de manière tout à fait pertinente les impôts portant sur les choses, l'impôt réel, et les contributions personnelles qui se payent par tête. Alors, il montre que les régimes libéraux préfèrent l'imposition réelle, et on les comprend, mais que le régime que lui préfère l'imposition par tête. Si la taxe par tête est exactement proportionnée aux moyens des particuliers, comme pourrait être celle qui porte en France le nom de capitation, et qui de cette manière est à la fois réelle et personnelle, elle est la plus équitable et par conséquent la plus convenable à des hommes libres. Ces proportions paraissent faciles à observer, parce qu'étant relatives à l'état que chacun tient dans le monde, les indications sont toujours publiques. Mais outre que l'avarice, le crédit et la fraude savent éluder jusqu'à l'évidence, il est rare qu'on tienne compte dans ces calculs de tous les éléments qui doivent y rentrer. Premièrement, on doit considérer le rapport des quantités, selon lequel, toutes choses égales, celui qui a 10 fois plus de biens qu'un autre doit payer 10 fois plus que lui. Secondement, le rapport des usages, c'est-à-dire la distinction du nécessaire et du superflu. Celui qui n'a que le simple nécessaire ne doit rien payer du tout. La taxe de celui qui a du superflu pour aller au besoin jusqu'à la concurrence de tout ce qui excède son nécessaire. À cela, il dira qu'eu égard à son rang, ce serait superflu pour un homme inférieur, ce qui serait superflu pour un homme inférieur est nécessaire pour lui. Mais c'est un mensonge. Mais c'est un mensonge, car un grand a 2 jambes, ainsi qu'un bouvier, et n'a qu'un ventre, non plus que lui. De plus, ce prétendu nécessaire est si peu nécessaire à son rang, que, s'il savait y renoncer pour un sujet louable, il n'en serait que plus respecté. Le peuple se prosternerait devant un ministre qui irait au conseil à pied pour avoir vendu ses carrosses dans un pressant besoin de l'État. Enfin, la loi ne prescrit la bénéficence à personne et la bienséance n'est jamais une raison contre le droit. Voilà, je vous remercie. Merci à Frédéric de Muson. C'était un exercice particulièrement acrobatique que nous lui demandions que de synthétiser comme ça dans le paysage de la philosophie politique du XVIIIe siècle la spécificité de l'apport de Rousseau. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que Rousseau était une figure avec énormément de facettes. Parmi les facettes, et Frédéric de Muson l'a évoqué, il y a la facette moins connue de Rousseau musicien. Et je remercie Frédéric maintenant de nous la présenter. Je crois qu'elle dit, au-delà des questions strictement de musicologie, pas mal de choses sur beaucoup de préoccupations qui nous intéressent.